Professeur Nakatura, vous restez branché, vous me direz tout à l'heure. Merci. Et donc, j'appelle maintenant la communication suivante du docteur Maxime Dubois, évaluation et optimisation des patients en préopératoire en chirurgie. Merci. Non, Maxime vient de nous rejoindre en juillet 2023. Après 8 ans de solitude, notre seul médecin polyvalent a donc été rejoint par notre jeune collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de cette académie, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette session consacrée à notre travail en tant que médecin polyvalent au sein du service de chirurgie. Et je remercie tout particulièrement M. Mertel de m'avoir convié à cette session et de m'avoir sollicité pour vous présenter une partie de notre travail qui consiste à l'évaluation et l'optimisation préopératoire du patient en chirurgie. Je ne reviendrai que brièvement sur ce que vous a présenté le docteur Lyon, sur notre rôle au sein du service de chirurgie, qui consiste principalement à savoir repérer et dépister les patients qui vont nécessiter une prise en charge médicale, d'essayer de prévenir les fragilités, de les optimiser quand cela est possible et de pallier aux complications lorsqu'elles surviennent. De façon assez caricaturale, au sein de ce service de chirurgie, on pourra distinguer un patient qui va être jeune, robuste, sans aucune comorbidité, et qui, dans la plupart des cas, nécessitera pas, voire seulement peu de prise en charge médicale. Et d'autre part, et de façon de plus en plus importante avec le temps, des patients qui sont fragiles, voire même parfois dépendants, aussi bien en chirurgie programmée qu'en chirurgie en traumatologie dans le service d'orthopédie, qui, eux, nécessiteront inéluctablement une prise en charge conjointe entre chirurgiens, anesthésistes, médecins polyvalents, ainsi que l'ensemble du corps paramédical. Qui considère-t-on comme fragile? On va considérer comme fragile d'une part les patients gériatriques, qui sont des patients de plus de 75 ans ou de plus de 65 ans avec des critères de fragilité. Les derniers chiffres en 2023 montraient que les patients de plus de 75 ans représentaient tout de même 10% de la population, les plus de 85 ans 3% de la population, et les prédictions disent qu'actuellement nous aurions environ 20 000 centenaires en France et que d'ici 2050 ce chiffre aurait été multiplié par 10. Et une étude en 2018 avait montré que l'âge moyen en orthopédie, aussi bien chirurgie traumatologique que programmée confondue, retrouvait un âge moyen à 60 ans, qui avait nettement augmenté depuis quelques années. D'autre part, on va aussi avoir des patients qui sont fragiles, non pas du fait de leur âge, mais du fait de leur comorbidité, notamment dans notre bassin de population du fait d'addictions importantes, mais aussi du fait de cancer, de maladies chroniques et de maladies inflammatoires chroniques qui les prédisposent à des complications périopératoires. La fragilité nécessite une évaluation qui va être multidimensionnelle et multiprofessionnelle. Ça correspond en une diminution progressive des réserves des patients et une augmentation de leur vulnérabilité face à des événements aigus tels que la chirurgie. Comme vous pouvez le voir sur le diagramme qui est présenté, on a une diminution normalement plutôt longiligne et continue des réserves du patient, mais en cas de pathologie chronique, comme on peut le voir sur la flèche en pointillé, cette réserve va diminuer de façon plus rapide. Et en cas d'un stress chirurgical identique entre un patient jeune et un patient âgé, le risque étant que le seuil d'insuffisance soit dépassé et que les complications surviennent. Ce qui a été de façon très historique décrit par le diagramme de Bouchon de la même manière, c'est-à-dire un vieillissement physiologique qui peut être aggravé par des maladies chroniques et sur lequel n'importe quel stress aigu, que ce soit une décompensation aiguë ou un stress chirurgical, risque d'entraîner des complications. Les fragilités des patients sont multiples, concernent toutes les sphères de la prise en charge, qu'elles soient nutritionnelles, cognitives, psychologiques, aussi bien l'autonomie du sens large que la marche en tant que telle, la iatrogénie, la polypathologie, l'addiction, ainsi que toutes les fragilités sur les déficits sensoriels et également, n'est pas mentionné sur cette diapo, mais l'isolement social qui fragilise également de façon majeure les patients. On va donc distinguer de façon assez simple les patients robustes, les patients fragiles qui, par définition, ne sont pas encore dépendants et qui peuvent ne pas être repérés en périopératoire, mais qui, eux, sont normalement la cible numéro 1 de la prise en charge médicale et qui sont à risque de décompensation. Et enfin, les patients qui sont dépendants, polypathologiques, qui sont repérés de tous, pour qui on saura prédire à l'avance qu'il y aura un problème médical et qui, en général, ne posent pas de problème de repérage. Ce patient fragile, pourquoi on en parle autant? C'est parce que sa proportion augmente nettement dans les services de chirurgie. En chirurgie réglée non carcinologique, 30% des patients hospitalisés étaient considérés comme fragiles, alors qu'au sein des services de médecine de façon un petit peu globale, ils ne représentaient que 10% de la population. Et enfin, dans les services de chirurgie d'urgence, ce facteur augmente de façon exponentielle avec quasiment 80% de patients fragiles. Comment on peut évaluer la fragilité? La façon la plus performante, c'est les évaluations standardisées, avec notamment en gériatrie l'évaluation gériatrique standardisée.
C'est très bien, c'est exhaustif, c'est multidisciplinaire. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage, qui prend au mieux, si elle est réalisée par un seul intervenant, 20 à 30 minutes. Si on y fait intervenir tous les acteurs de la prise en charge du malade, c'est quelque chose qui prend parfois 1 heure et demie, voire plus, ce qui est donc peu applicable en pratique courante et surtout pas généralisable à tous les patients. Ont été développés avec le temps différents questionnaires, différents scores, dont les durées d'évaluation sont plutôt variables, en général de moins de 10 minutes, et qui permettent d'évaluer la fragilité des patients. Et notamment le score qui est l'Edmonton Frail Scale, que vous pouvez voir ici, qui est réalisable en 5 minutes, pas forcément par un personnel médical, qui peut être réalisé par une infirmière, qui consiste à rechercher dans les différents axes de fragilité quelles sont les fragilités du patient et surtout sur quel axe nous allons pouvoir agir. Un score qui est également extrêmement utilisé, c'est le score de Rockwood. Le problème étant qu'il est très rapide, très visuel. On peut très vite repérer dans quelle partie du score le patient se situe, mais par contre, on ne dépiste en aucun cas quelles sont les sphères de fragilité et quels sont les axes à pallier. Pourquoi dépiste-t-on la fragilité? Il a été montré que dépister la fragilité permettait de diviser par 2 la morbimortalité post-opératoire, de diviser par 2 les réhospitalisations en post-opératoire, de diminuer par un facteur 5 le risque d'entrée en institution des sujets âgés et également de diminuer de moitié le risque d'apparition de nouvelles fragilités en post-opératoire. La plupart de ces études ont été menées dans des services de chirurgie abdominale ou urologique et très peu en orthopédie. Pour exemple, une étude qui avait été réalisée en 2016 comparait avant et après intervention de l'étude la survie des malades. Donc vous pouvez voir dans le diagramme A la mortalité des patients avec, en fonction d'un score de risque qui avait été établi en préopératoire, les patients à risque avaient un taux de décès bien plus important que les patients non à risque. L'intervention dans cette étude était tout simplement d'alerter le chirurgien et l'anesthésiste sur juste le fait de leur dire « votre patient est fragile ». Absolument pas de leur dire quoi faire, mais juste les alerter, ce patient-là est fragile, faites attention à lui. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'après cette simple intervention, le taux de mortalité avait nettement diminué. D'autre part, là, on peut voir également dans un service de chirurgie digestive la mise en place d'un médecin qui gérait aussi bien l'évaluation préopératoire que la prise en charge périopératoire permettait de diminuer de façon significative la durée de séjour et le taux de réadmission à 7 jours, mais également à 30 jours. Pour l'anecdote, une petite étude avait été réalisée en 2018 essayant d'analyser la durée moyenne de séjour des patients hospitalisés dans un service dans lequel il y avait un seul médecin qui gérait les problèmes médicaux aussi bien en préopératoire qu'en post-opératoire. Et ils ont cherché à savoir pourquoi, à certaines époques, l'ADMS augmentait nettement et le taux d'admission de ce fait-là diminuait. Et donc les cercles que vous pouvez identifier en rouge, en fait, correspondaient aux périodes de vacances de ce médecin, qui n'était pas présent dans le service et pour lesquels la durée augmentait de façon nette. D'autre part, on peut également évaluer le pronostic des malades, ce qui va se faire par une évaluation des comorbidités. Il y a de nombreux scores dans toutes les disciplines qui sont validés, qui sont plus ou moins connus, plus ou moins faciles d'utilisation. Un score qui est très connu, c'est le score de Charlson, qui est cependant assez long à réaliser. Il existe également ce score que je vous présente ici, qui est le score de Lee. Pourquoi estimer la mortalité à 4 ans d'un patient? Tout simplement parce que parfois il est utile de pouvoir évaluer si jamais la chirurgie qu'on va proposer au malade permet de diminuer ou non sa mortalité. C'est-à-dire que, par exemple, ce score est parfois utilisé dans les évaluations avant mise en place de TAVI en cardiologie. Si un patient, après l'intervention, diminue le risque d'insuffisance cardiaque, diminue sa perte d'autonomie, on peut voir que la mortalité risque de diminuer. Et à l'inverse, si ce patient est déjà avec un risque de mortalité majeur et que la chirurgie n'augmente en aucun cas son espérance de vie, cela peut aller en faveur du refus de chirurgie. Donc l'optimisation de ce patient à risque, elle doit être réalisée le plus tôt possible en cas de chirurgie programmée et dès que possible en chirurgie urgente, même si en préopératoire c'est quasiment non réalisable, mais on peut essayer de l'optimiser en post-opératoire. De quelle manière? En préopératoire, par une réhabilitation physique avec encourager l'activité physique du malade, prendre en charge au niveau nutritionnel aussi bien la dénutrition que les différentes carences, explorer ses comorbidités, voir quelles sont les comorbidités qui ne sont pas équilibrées, qui nécessitent d'être prises en charge par les différentes spécialités d'organes, mettre en place de la stimulation cognitive, lutter contre l'anxiété et le stress, prendre en charge la iatrogénie, faire les modifications thérapeutiques nécessaires afin de diminuer notamment le risque de syndrome confusionnel post-opératoire qui est majeur. Pour anecdote, dans à peu près un tiers des patients en chirurgie orthopédique et jusqu'à la moitié en chirurgie cardiaque et vasculaire, ce qui rend vraiment cet aspect des complications très importantes. Et également initier, si possible, les démarches de soutien social afin de permettre de diminuer de façon nette la durée de séjour lors de l'hospitalisation.
Ce qui a été montré, c'est qu'une préhabilitation multidisciplinaire de déjà 10 jours permettait de façon significative de diminuer la mortalité à 1 mois et également à 3 mois, et diminuer les complications avec 43% de complications en l'absence de préhabilitation, diminué à 17 en cas de préhabilitation. Le mieux, ce qui a été montré dans les études, c'est 2 à 3 mois de préhabilitation, le risque étant de façon majeure de perdre l'observance des patients qui vont, au bout d'un moment, ne plus effectuer les prises en charge recommandées. Le compromis acceptable qui a été montré dans certaines études, c'est une préhabilitation d'environ 6 à 8 semaines, en alternant notamment pour l'activité physique à une autonomie du patient avec la réalisation de ces séances de rééducation, soit avec son kiné libéral, soit au domicile. Le tout coordonné par des séances régulières au sein d'établissements hospitaliers afin de justement réaxer le patient et d'augmenter son observance. Notamment dans l'optimisation préopératoire rentre de façon importante le blood management, qui est très recommandé au sein des recommandations d'anesthésie, qui permet de dépister l'anémie et la carence martiale et de la pallier si nécessaire. Elle doit être systématique en cas de chirurgie programmée à risque hémorragique ou de patients fragiles. Donc, elle doit être très souvent nécessaire. Et la cible est une hémoglobine supérieure à 13 grammes par décilitre. Pourquoi faire cela? Elle permet de diminuer de façon significative en chirurgie orthopédique, pour l'exemple, la durée de séjour d'une journée, le taux de réadmission à J30 et divise également par 2 le taux de complication. L'HAS avait donc fait des recommandations très claires sur le sujet. Et en cas de chirurgie osseuse majeure programmée, comme on peut y avoir par rapport aux arthroplasties de hanche ou de genou, en cas d'hémoglobine en dessous de 13 et après la réalisation d'un bilan martial, il est recommandé de façon systématique de réaliser une supplémentation ferrique intraveineuse et des cures de PO. Sur le schéma qui est présenté ici, avec en général des hôpitaux de jour qui sont organisés, convocation du patient à différents délais préopératoires, afin d'obtenir ce seuil de 13 grammes par décilitre avant la chirurgie. En péropératoire, l'optimisation du patient et du ressort de vous, chirurgien, également de l'anesthésiste. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous apprendre ce qui est de votre ressort. Et en post-opératoire, les mêmes axes sont à prendre en charge, auxquels vont également s'ajouter la lutte contre la douleur, prendre en charge des décompensations qui malheureusement n'ont pas été prévues, prendre en charge la confusion qui est très fréquente comme j'ai pu vous l'expliquer, et optimiser la renutrition du malade. Et en même temps, mettre en place, ce qui est maintenant assez démocratisé, qui sont les dispositifs de RAC, de réhabilitation améliorée après chirurgie. Tout cela permet de diminuer de façon assez significative la morbimortalité. Le blood management intervient également en post-opératoire avec une surveillance assez raisonnée de l'hémogramme et savoir pallier aux carences en fer quand elles n'ont pas été dépistées et transfuser si cela est nécessaire. La SFAR a mis en place un arbre décisionnel de prise en charge qui résume à peu près ce que je vous ai dit, c'est-à-dire avoir dépisté les patients en préopératoire, les orienter aux spécialistes nécessaires dans leurs recommandations, notamment parce que c'était pour les patients âgés, recommander l'orientation vers des consultations gériatriques, et ensuite optimiser le péropératoire et améliorer l'ARAC et le co-management en post-opératoire afin de limiter les complications. Justement, l'optimisation périopératoire et la RAC, c'est deux choses qui doivent être tout à fait codépendantes et qui permettent de diminuer de façon significative les complications et la durée moyenne de séjour. L'un et l'autre sont indissociables, c'est-à-dire qu'un programme d'optimisation préopératoire permet d'augmenter l'adhérence des patients au dispositif de RAC et inversement. Et ça permet également de réduire le délai d'intervention en cas de chirurgie urgente. Et comme on peut le voir sur ce diagramme qui avait été réalisé dans une petite étude, en cas d'absence totale de prise en charge, que ce soit RAC ou préhabilitation, du fait du stress chirurgical, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le patient dépasse son seuil d'insuffisance et se complique et met un certain temps à récupérer ses capacités fonctionnelles antérieures. Le dispositif de RAC qui va intervenir dans les jours vraiment précédant la chirurgie et en post-opératoire immédiat permet une récupération plus rapide de ces complications. Et en cas de mise en place d'une préhabilitation, on peut voir que comme les capacités fonctionnelles sont par définition augmentées, on ne franchit pas ce seuil d'insuffisance et le patient récupère encore plus vite ses capacités. La place de la coopération avec la médecine de ville, qui paraît assez évidente, est à ce jour non explorée. À mon sens, il semble capital d'impliquer les médecins généralistes, les infirmières libérales, les kinés libéraux, car si ce corps de métier n'adhère pas au programme de préhabilitation, l'adhérence du patient va être nettement moindre. Pour conclure, la SFAR avait justement mis en place une frise chronologique des différentes interventions que j'ai pu vous présenter, avec, comme vous pouvez le voir, la place de la médecine de ville qui est absolument pas étudiée, et différents axes, notamment le programme d'optimisation périopératoire, la préhabilitation et la mise en place d'équipes pluridisciplinaires de coordination qui permettent d'améliorer la prise en charge des patients fragiles. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup pour cette très belle présentation avec tout le problème du périopératoire. Et sachez que le gérontopôle national a été implanté à lien avec un laboratoire de recherche sur la prévention des chutes, parce qu'il faut bien dire que à la suite d'une chute, il y a une fracture, mais à la suite d'une fracture, il y a une décompensation très souvent. Et c'est le début, et effectivement, vous avez un rôle tout à fait majeur. Alors, ce que je vous propose, parce que les communications sont bien suivies au niveau timing, qu'on fasse une période de questions-réponses à la fin. Je vois que le professeur Kanchbach s'est branché. Est-ce que tu pourras nous parler un petit peu de la prise en charge à la fin au niveau de la chirurgie cardiaque, parce que ce n'est pas simple non plus. Et donc, je vous passerai tous la parole, y compris en visio. Et avant, je vais appeler Madame Mambrec, c'est particulier et c'est très intéressant. C'est le rôle du pharmacien dans un centre de référence des infections ostéo-articulaires complexes. C'est vrai que les pharmaciens ont toute leur place dans les services de chirurgie et de chirurgie orthopédique. Alors, on est assez atypique puisque je dois être un des seuls services de France à valider des stages d'interne de pharmacie clinique. Donc, Sophie était interne, puis assistante dans le service, et puis recrutée comme PH de pharmacie clinique. Et nous avons toujours régulièrement des internes de pharmacie clinique en stage dans le service. Et là, au-delà de la iatrogénique qui était déjà expliquée pour les patients les plus âgés, donc un rôle important, et notamment, puisqu'on est centre de référence pour les infections articulaires complexes, un rôle capital dans cette action et les RCP. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres éminents. Je remercie le professeur Mertel qui me donne l'opportunité de vous présenter aujourd'hui le rôle du pharmacien dans un centre de référence en infection ostéo-articulaire. Alors, tout d'abord, la pharmacie clinique a été redéfinie par la Société savante en 2016. C'est une discipline de santé qui est centrée sur le patient et qui a pour objectif d'optimiser la prise en charge thérapeutique à chaque étape du parcours de soins. Et pour cela, les actes de pharmacie clinique contribuent à la sécurisation, la pertinence et l'efficience du recours aux produits de santé. Le pharmacien, il exerce en collaboration avec les autres professionnels de santé, le chirurgien, le médecin et le patient et ses aidants. Donc, les missions du pharmacien en orthopédie septique s'effectuent tout au long du parcours du patient. Donc, à son entrée avec la réalisation de la conciliation médicamenteuse d'entrée, lors de son hospitalisation avec l'analyse pharmaceutique des prescriptions, et puis à sa sortie avec l'explication aux patients des antibiotiques instaurés et la communication aux pharmacies de ville ou aux centres de rééducation des traitements instaurés pour qu'ils puissent les commander. Donc, les conciliations médicamenteuses d'entrée sont réalisées lorsque le patient rentre dans le service et permettent de définir et d'établir le traitement exhaustif du patient qu'il prenait à son domicile. Donc, l'intérêt, c'est d'obtenir une première base fiable pour permettre la prise en charge médicamenteuse du patient et permettre la continuité de cette prise en charge médicamenteuse. Donc, voici un exemple de conciliation médicamenteuse d'entrée qui se présente sous forme de tableau, avec à gauche le traitement pris par le patient à son domicile, au milieu les traitements prescrits dans le service qui permettent de voir s'il y a eu des oublis, des erreurs de posologie, et puis à droite les commentaires s'il y a besoin de faire des adaptations chez le sujet âgé, chez le patient insuffisant rénal ou des équivalences selon le livret thérapeutique de l'établissement. Y a-t-il des questions? Profitez de l'interruption. Oui. Ou un commentaire. Professeur Masquelet. Oui, donc je voudrais faire. Non, le micro est juste devant parce que sinon personne ne va t'entendre à l'international. Je voudrais faire un commentaire qui s'adresse surtout à Monsieur Dubois. Voilà, à aucun moment, parce que le vrai problème des services d'orthopédie traumatologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'urgence du sujet âgé porteur d'une fracture du col. Et trop souvent, encore actuellement, on voit des reports de décisions opératoires à 24 heures, 2 jours, 3 jours, parce que le programme de traumatologie passe toujours après le programme froid. Je dois dire qu'il y a un état d'esprit que j'ai vécu comme j'étais interne et comme chef de service aussi, un état d'esprit général qui fait qu'on ne considère pas
le sujet âgé comme étant une vraie personne, tout au moins pas de qualité, pas autant que le sujet actif. Et deuxièmement, la traumato n'est pas légale de l'orthopédie en France. Je suis désolé de le dire, parce que il faut voir comment nos voisins, par exemple au Portugal, en Italie, en Espagne, traitent la traumatologie. Bien mieux qu'en France. Voilà. Et en Allemagne. Alors, ce que j'aurais aimé entendre, moi, c'est est-ce que vous avez, par exemple, conçu une filière de prise en charge prioritaire des patients âgés porteurs d'une fracture du col? Filière prioritaire, de telle façon qu'ils soient opérés dans moins de 24 heures. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est vous avez parlé des critères de dénutrition. Et vous n'avez, alors, en dehors du fer sérique, mais ça, le fer sérique, c'est bien pour le malade qui va être opéré d'une prothèse totale de hanche, mais pas celui qui va être opéré d'une fracture du col. Et je voulais vous poser une question, alors, à tous les membres du panel, là. Est-ce que vous accordez encore beaucoup d'importance à un examen qu'on faisait beaucoup autrefois, qui était la protidémie, qui va très vite et qui permet de se rendre compte si le patient est très dénutri ou pas, à l'arrivée, en sachant qu'il faut l'opérer le plus vite possible? Je vais te répondre sur l'organisation et sur la filière, parce que nous avons tenté de créer une filière orthogériatrique. Le problème de la filière orthogériatrique, c'est qu'elle implique 4 acteurs. Chirurgien orthopédiste, mais avant cela l'urgentiste, l'anesthésiste et le gériatre. C'était possible. Le problème de la prise en charge, c'est déjà aux urgences. Et avant même de passer au bloc, l'idéal, c'est que le patient ne passe pas 3 heures, 4 heures, 6 heures sur un brancard aux urgences. On avait même proposé que le malade monte radio, il monte directement dans le service, le bilan soit fait dans le service. Bon, ça marche plus ou moins bien. La plupart du temps, il traîne pendant 6 heures parce que les urgences, les services de sururgence, tu sais, ne fonctionnent pas. Ensuite, c'est très dépendant de l'anesthésiste. C'est-à-dire, tu contourneras peut-être, mais on peut avoir 2 attitudes avec 2 anesthésistes dépendants. L'anesthésiste qui va réclamer, parce que le patient a une insuffisance mitrale, une écho cardiaque. Ça ne change rien. Le malade, il faut l'opérer. Il a une fracture du col, il doit être opéré, quel que soit son état cardiaque. L'échographie retarde la prise en charge. Et ça, c'est anesthésiste dépendant. Nous n'y pouvons rien. On avait fait un symposium, tu n'étais pas là avec Sanofi pour la Sofcote. C'était Pierre-Albert Desjaux qui était là, dont la mère venait d'être opérée par une fracture du col. Il avait eu le même problème. Il dit, mais c'est pas possible. On se fiche de l'avis du cardiologue. Il faut considérer le malade comme insuffisant cardiaque et l'endormir comme tel. C'est une chirurgie vitale. Donc ça, on ne peut pas. Et puis, l'évolution de nos salles d'urgence fait qu'on est dans des prises en charge globales robotisées. Et entre un neurochirurgien qui va faire, n'est-ce pas Yves, une ossosynthèse rapide avec son expérience et une visée pelliculaire classique, éventuellement en double contrôle ampli, il va faire ça en 1 heure. Le chirurgien qui va le faire sous robot, il passe à demi-journée, voire la journée complète pour faire une fracture. Donc, on a un grand problème dans la priorisation des urgences, où finalement, nous ne sommes plus détenteurs de nos salles d'intervention. Et donc, c'est beaucoup plus large que l'orthopédie. Ce n'est pas orthopédie, traumato, c'est la place de la traumatologie osseuse dans un contexte global d'urgence. Et dans le fonctionnement de nos blocs, avec des fonctionnements qui sont communs, on est vraiment la dernière roue de la charrette. Il suffit qu'un pontage ou une chirurgie valvulaire cardiaque dépasse l'heure, et souvent il déborde, on dégarnit la salle d'urgence et on ne peut pas faire l'urgence, on ne peut pas faire la fracture du col qui était programmée. Plein de raisons qui fait que, je suis d'accord avec toi, ça marche mal. On enquête, on surveille depuis 2 ans le délai d'attente des patients. Actuellement, c'est plutôt bon, puisque c'est une enquête avec les médecins et l'encadrement du bloc. Le dernier problème, c'est le nombre de patients qui sont sous anticoagulants. Oui. Et voilà, qui sont sous 10%. Traitement qui impose d'attendre un certain nombre de... Voilà, les arguments sont tout à fait recevables, mais chaque lieu a des situations qui sont complètement différentes. Alors, ce que recommande en ce moment la SFAR, c'est de faire ce qu'on appelle le parcours patient. Le parcours patient, ça veut dire, pour un col du fémur, il arrive aux urgences, on lui fait un bloc fémoral, on l'envoie à la radio, il a déjà pas mal, et on lui fait immédiatement HBPM, acide tranexamique, fer IV, dès l'arrivée. Après, il monte, il doit être opéré dans les 48 premières heures au maximum. Au maximum. Pourquoi on s'est donné 48 heures? C'est parce que justement, tous les malades sous nouveaux anticoagulants, les AOD, qui ont une demi-vie courte, au bout de 3 demi-vies,
c'est-à-dire en gros au maximum 30 heures, ils sont éliminés. Et donc, on peut opérer les malades avant les 48 premières heures fatales. On sait que quand on les opère après, on augmente la mortalité. C'est prouvé. Et là, je peux vous montrer plein de papiers. Enfin, nous, excuse-moi, on a un bloc spécifique à l'orthopédie et on a une salle d'urgence. Tous les matins, il y a l'organisation des urgences, les malades arrivés la veille, lesquels on va faire en priorité, etc., etc. Mais le col du fémur, avec le parcours patient, ne doit pas attendre plus de 48 heures. Voilà. Merci. Le parcours patient. Merci. Je me permets d'ajouter une chose, c'est que chaque lieu, effectivement, a son organisation propre. Je pense qu'il faudra, dans une certaine mesure, en revenir à ce qu'on connaissait autrefois, c'est-à-dire des blocs dédiés aux spécialités, avec des anesthésistes dédiés à la spécialité. C'est comme ça que nous fonctionnions à Saint-Antoine, notamment à Paris, avec une salle d'urgence uniquement dédiée à la traumatologie ostéo-articulaire. Alors, je vais même vous dire, actuellement, ils essayent de mettre ensemble le digestif et l'orthopédie dans le même bloc. Et le chirurgien digestif a demandé de pouvoir profiter de la salle d'urgence. Et l'orthopédiste a dit, il n'en est pas question. Notre salle d'urgence est réservée aux urgences d'orthopédie et elle tourne tous les jours sans problème. Donc, ça a été discuté, ce genre de choses. Et on la réserve vraiment à l'orthopédie. Professeur Catonnet. Le micro. Oui, voilà. Bon. Oui, je reviens sur le topo de Nadia, qui est excellent topo. Je me félicite de t'avoir parrainé dans cette académie. Et surtout sur un point très important, qui paraît élémentaire, mais pourtant qui ne l'est pas, c'est le fait que chaque anesthésiste soit celui qui voit le malade en consultation et celui qui opère aussi, qui est là pendant l'intervention. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas du tout. Parce qu'il faut un contact. Non, mais il faut quand même qu'il y ait un contact, pas seulement entre le chirurgien et le patient, mais aussi entre l'anesthésiste et le patient, une sorte qu'ils le connaissent au moins. Et très souvent, ils le découvrent le jour où il est endormi. Alors, est-ce que vous y arrivez réellement? C'est l'organisation comme ça, ou vraiment c'est l'exception quand c'est pas... On y arrive complètement, et même maintenant où le nombre d'anesthésistes a été réduit, parce qu'on a des jours de blocs fixes dans des salles fixes. Ouais. Et donc, le chirurgien qui veut opérer en salle 2, il sait quel anesthésiste exactement doit voir pour envoyer son malade. Et excuse-moi, mais le PBM, tout ce que tu as dit, on le fait, nous, en consultation. Et c'est prévu dans le post-op. Quand le malade sort du bloc, il a les médicaments en fonction de son insuffisance rénale, etc. Et c'est prescrit par l'anesthésiste qui connaît le malade puisqu'il l'a vu en consultation. Il n'y a que les urgences où j'ai mis un anesthésiste pour le bloc d'urgence où on ne connaît pas le malade, mais ça, c'est normal. Il y a des impondérables, il y a des choses qu'on n'arrive pas à régler. Et il faut quand même... Je me rappelle le cas de mon ancien patron, M. Postel, qui s'est cassé le col et qui a passé la nuit quasiment quand il est arrivé dans le couloir. Et ça, personne n'était au courant, ni les anesthésistes. Je ne sais pas si tu étais à ce moment-là. Mais il y a eu ce drame. Chef de service, 15 ans ou 20 ans avant, personne ne savait qui c'était. Il a passé sa nuit sur son brancard, sur un brancard. Donc, on n'est pas toujours maître de la situation. Il avait un Alzheimer assez sévère. Oui, bien sûr. Et donc, il n'a pas dit qu'il était chirurgien à Cochin. Oui. Il n'aurait peut-être même pas dit avant parce qu'il était tellement discret. Il était tellement discret, Postel. Et en plus, c'est pour ça que notre rôle aussi a été de former les urgentistes à faire des blocs fémoraux facilement pour pouvoir soulager la douleur même avant de l'emmener en radio. Parce que c'est vraiment le malade qu'on transporte comme ça sur un brancard qui arrive, qu'on transporte. Et maintenant, tous les urgentistes font des blocs fémoraux, tu vois. Ça, c'est vraiment important. Après avoir écouté les orthopédistes, je veux passer la parole au professeur Joannet, viscéral. En tous les cas, merci Yves de m'avoir parrainé à l'Académie. Bravo à tous les orateurs pour leurs interventions. C'est une question d'ailleurs qui s'adresse à eux tous.
comment concevez-vous l'articulation entre les anesthésistes qui ont... Là, on n'est plus dans l'urgence, hein, dans la prise en charge à froid. Les anesthésistes qui ont donc vu les patients en consultation avant l'hospitalisation et la prise en charge, comment se fait l'articulation? Est-ce que ça n'expose pas, je suis sûr que ça rend beaucoup service, mais est-ce que ça ne peut pas exposer à des différences d'appréciation? Oui, en fait, j'en parlais justement au président tout à l'heure en disant, ils sont gentils, mais jamais on ne remboursera 2 consultations pour le même malade en préopératoire. Donc, ce dont il a parlé, le PBM, la mise en condition du malade, l'arrêt des anticoagulants, etc., ça ressort de l'anesthésiste. Prescrire une PO, ça ressort de l'anesthésiste. Je crois qu'aujourd'hui, la Sécu ne rembourse le PO, enfin l'érythropoïétine, que si c'est prescrit par un oncologue, un néphrologue ou un anesthésiste, parce que c'est très cher. Et donc, je ne vois pas comment, bon, s'ils arrivent, tant mieux, Alors, mais je ne vois pas comment on va rembourser 2 consultations pour le même malade. Alors, ma question n'était pas tarifaire, ma question était plus sur la prise en charge du patient, l'organisation médicale. Et donc, on aimerait bien entendre votre point de vue. Alors, je suis d'accord, mais il y a quand même pas mal de patients qui passent à travers les trous de la raquette et qui sont hospitalisés avec parfois... On ne veut pas faire du patient de management, hein, ça on le laisse aux anesthésistes. Mais après, il faut se poser aussi la question, pourquoi le malade a 12 grammes d'hémoglobine et une microcytose, etc. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que ces patients qui sont repérés, que l'anesthésiste ne va pas forcément voir, soient adressés vers une consultation de médecine polyvalente qui va faire le tri aussi, qui va optimiser, parce qu'on voudrait aussi faire de la nutrition, il y a de la réhabilitation, par exemple à la marche, chez les patients qui n'ont plus l'habitude de marcher, surtout pour les infections, pour les prothèses, ouais, etc. On ne va pas faire on va pas prendre, on n'est pas anesthésiste, hein, on n'est pas anesthésiste, mais on est des médecins polyvalents qui ont une prise en charge globale des patients. Et puis à Amiens, moi, ce que vous me vendez là, c'est du rêve. Enfin, à Amiens, on n'a pas ça. Ça fait depuis 2017, on va aux urgences régulièrement. On a fait des réunions avec les urgentistes, l'anesthésiste, le gériatre pour une optimisation de la prise en charge des patients, des fractures d'extrémité supérieure du fémur. On a fait des protocoles. Malheureusement, ils ne sont pas appliqués. Puis je vais répondre à votre question, monsieur. Dès qu'ils arrivent dans le service, eh ben, on fait un bilan, on fait une albumine, on fait une TSH. S'il y a des signes, on réexamine les gens et on va adapter nos bilans. On fait également une vitamine D. On s'aperçoit que malheureusement, dans le nord de la France, il n'y a pas beaucoup de soleil. Beaucoup sont carencés. Si on voit qu'il y a un VGM qui est augmenté, ben on va refaire une recherche de pourquoi il y a une macrocytose, etc. Donc, on a une prise en charge globale qui n'est pas forcément faite par l'anesthésiste et qui n'est pas faite par le chirurgien. On travaille ensemble. Et nos collègues anesthésistes à Amiens nous appellent régulièrement pour nous dire, ben voilà, il y a tel malade. Ils se servent de nos observations. Voilà, on en est là. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a des recommandations. Mais on est d'accord. Avec l'HAS, l'ASFAR, qui disent les examens préopératoires doivent se limiter. Il y en a beaucoup trop, ça coûte trop cher. Attends, je continue. Deuxième chose, donc il y a des recommandations sur qu'est-ce qu'on doit faire en préopératoire. Ensuite, quand on a commencé à faire le PBM, on le fait depuis 20 ans ou 30 ans même à Cochin, on demandait au chirurgien de voir le malade 1 mois avant la chirurgie pour prescrire le PO, etc. Je peux te dire que le seul frein au PBM, c'était le délai entre la chirurgie et la consultation. Dans les cliniques privées, essentiellement, ils voient les malades, ils les opèrent 1 semaine après ou 15 jours après. Il a fallu que l'HAS fasse des recommandations pour obtenir ce délai. Mais on a dû passer par l'HAS, d'accord? Donc, quand tu veux renutrir un patient avant la chirurgie et que tu prends 2 mois, ça ne marchera jamais, ou peut-être seulement à l'hôpital. Moi, je vais faire... les délais ne sont pas de 8 jours. Même chez nous, oui. Je vais faire une remarque. Effectivement, tu décris une situation idyllique, mais il faut bien comprendre que sur les blocs d'urgence, les anesthésistes tournent. Et ce n'est jamais les mêmes. Je peux vous assurer que les fractures du col de 85 ans sont endormies, opérées au bloc d'urgence. Il n'y a pas de bilan prescrit par l'anesthésiste qui l'endort pour le lendemain. S'il n'y avait pas les médecins, alors les internes avaient pris, les infirmières avaient pris l'habitude de faire systématiquement le bilan. Et ces malades sont renvoyés dans leur service
sans bilan. Parce que de toute façon, l'anesthésiste qui était au bloc d'urgence le lundi, le mardi, il n'est pas dans l'établissement. Et quelle que soit la complication, il ne va pas s'en occuper. Exemple, la semaine dernière, une prothèse de genou d'un de mes praticiens hospitaliers bien opérés a fait 2 AVC le même jour. Les anesthésistes étaient au bloc. Ce sont les médecins qui ont géré les 2 AVC et qui ont géré la connexion avec nos collègues neurologues. Il n'y avait personne sinon pour prendre en charge ces patients. Quelles sont les consignes? Alors peut-être qu'on a un petit CHU de campagne. Quelles sont les consignes en cas de problème au service de chirurgie? Chez nous, appelez le SAMU. Consignes institutionnelles. Oui, mais non, mais encore faut-il qu'il y ait un anesthésiste disponible pour les étages. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Le problème, c'est le nombre d'anesthésistes. Donc, les situations, tu as raison, Alain Charles, de le dire, mais les situations sont différentes en fonction des lieux. Mais on assiste, et je vous ai dit Stéphane Boigard à Clermont-Ferrand, Philippe Tracol, je lui ai fait écouter pour une clinique à Avignon, ont été politiquement corrects, mais ils rencontrent à Clermont les mêmes difficultés. Et Avignon, en libéral, c'était exactement les mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui présentent des complications post-opératoires qui ont du mal à être pris en charge parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste disponible. Docteur Dubois. Oui, juste pour vous répondre, avant d'essayer d'élaborer notre intervention, on a justement rencontré les équipes d'anesthésie de l'orthopédie qui déjà sur Amiens ne suivent pas les patients. Entre celui qui a fait la CPA et qui le voit au bloc et déjà il y a plus d'anesthésistes de salle, ils le disent eux-mêmes. Donc déjà il y avait cette défaillance qui était là. Le blood management, absolument pas, on s'en charge vraiment pas. On leur laisse. Et après discussion, ils nous ont dit, et c'est une réalité, la consultation de CPA, elle a un temps qui est quand même limité. Il leur agit déjà de gérer la prise en charge anesthésique, de gérer les risques cardiovasculaires qu'on leur demande de gérer avec les cardiologues et qu'ils n'ont pas le temps, sur une seule consultation, de dépister les fragilités, analyser l'ordonnance, programmer des changements de traitement, etc. Et ils nous ont dit de même qu'ils avaient besoin de cette intervention supplémentaire afin qu'on travaille ensemble, pas l'un contre l'autre. Chacun fait, je pense, son travail. Et encore une fois, on est disponible dans le service de chirurgie programmée en cas d'urgence ou de problématiques médicales qui parfois même sortent de leur ressort. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être appelé par nos collègues anesthésistes qui me disaient « Moi, je veux bien aider, mais dans ce domaine-là, je ne m'y connais même plus. Donc, je te passe la main. » Je pense que le plus important étant d'une coopération permanente entre nous tous. On fait en sorte, avec le docteur Lyon, avec mon collègue le docteur Grillon, de en aucun cas retarder les chirurgies urgentes. Et justement, quand on dit les dépistages de dénutrition, on les fait au moment où c'est opportun. Dans le service de traumatologie, on va toujours le faire, parfois en post-opératoire, pour pallier à la suite. Mais je pense que le plus important étant qu'on puisse coordonner, parce que malheureusement, le problématique à l'hôpital, au CHU et à l'hôpital en général, c'est aussi le temps, je pense, qui manque cruellement aux anesthésistes en consultation. Nadia. Ouais, je pense honnêtement que vous allez perdre les médecins anesthésistes français si vous n'acceptez pas la polyvalence des médecins. Si vous les mettez au bloc à faire l'OS du bloc toute la journée, ils vont aller dans le privé. Parce que dans le privé, on fait l'OS du bloc, mais on est payé 3 fois plus ou 4 fois plus. Donc, si vous voulez garder des médecins à l'hôpital, il faut autoriser la polyvalence. Il faut autoriser la recherche clinique. Il faut libérer du temps à ces médecins. Et je pense que vous allez remplir vos hôpitaux avec des médecins étrangers. Docteur Poulengue, mais tu interviens après, donc... Oui. Ok, j'entends de la crainte de perdre des anesthésistes dans les hôpitaux publics qui aillent dans le privé parce qu'il manque de polyvalence. Ma question est, j'entends, la Société française de médecine hospitalière polyvalente en France depuis 10 ans, elle cherche qu'une seule chose, c'est on est là, on existe, on est parfois en chirurgie et d'autres, on va vous en parler ailleurs. Mais ça fait 10 ans, on cherche à collaborer avec tout le monde, on veut remplacer personne. On veut remplacer personne. On est là et on est là depuis plus de 30 ans. Et le problème qu'on a, c'est le problème de place. On en parlera après. Mais ma question est, OK, comment faisons-nous ensemble, vous, nous, tous, pour que ces médecins anesthésistes ne partent pas de l'hôpital public et n'aillent pas dans le privé parce qu'ils ne font pas de polyvalence? Maxime vous a raconté son expérience au CHU d'Amiens. Moi, dans mon CH support, qui n'est pas un CHU, les anesthésistes sont dans le privé pour une qualité de vie et autres, certes, mais les jeunes qu'on rencontre, anesthésistes, nous disent « Moi, du dos, je vais faire du bloc.
Je ne veux pas avoir à m'occuper du patient polypathologique avec sa dénutrition, son diabète, son insuffisance cardiaque, son insuffisance rénale chronique et son anémie macrocytaire, avec son sevrage alcoolique et son intoxication à autre chose. Donc ma question, c'est que... Pardon? Mais le médecin ira dans le privé. Moi, quand j'ai choisi l'hôpital, c'est uniquement pour faire la recherche clinique, pour faire l'enseignement, pour aller au staff, etc. Si vous me mettez dans un bloc, OS du bloc, à faire des blocs tout le temps, je m'en vais dans le privé, où je suis payée beaucoup plus. Du coup, donc, quand le patient est hospitalisé, nous allons analyser les prescriptions médicamenteuses. Donc, pour faire une adaptation posologique à l'insuffisance rénale, notamment donc, les patients qui ont des infections ostéo-articulaires vont être mis sous antibiotiques et la majorité des antibiotiques nécessitent une adaptation selon la fonction rénale du patient, notamment l'équinolone. Ou alors le cefepime également, qui est utilisé en probabiliste dans les infections ostéo-articulaires, qui va s'adapter à la fonction rénale. De même, chez les patients obèses, de nombreux patients ayant des infections ostéo-articulaires ont des IMC supérieurs à 40 et nécessitent du coup une adaptation de la thromboprophylaxie. On mettra l'enoxaparine 4000 unités 2 fois par jour au lieu d'1 fois par jour. Concernant les interactions médicamenteuses, les antibiotiques sont pourvoyeurs également d'interactions médicamenteuses avec les autres thérapeutiques, notamment la rifampicine, qui est un inducteur enzymatique qui va diminuer l'efficacité des anticoagulants oraux. Donc, un relais par héparine de bas poids moléculaire va être nécessaire. Les patients ayant des traitements substitutifs par méthadone ou des immunosuppresseurs, il faudra du coup utiliser d'autres thérapeutiques pour éviter les interactions et les diminutions d'efficacité de ces traitements. Le Bactrim, également utilisé, va être déconseillé avec tous les médicaments torsadogènes, avec des risques de torsade de pointe. Donc, nous surveillons également les contre-indications médicamenteuses, notamment l'utilisation des HBPM chez les patients insuffisants rénaux, où il faudra faire un switch avec une héparine non fractionnée, ou les prescriptions d'HBPM concomitantes avec la reprise des anticoagulants oraux directs. Donc, il ne doit pas y avoir de chevauchement entre les deux anticoagulations. Donc ensuite, on a mis en place, comme le docteur Lyon vous l'a dit, des protocoles de prescription pour l'entrée du patient en orthopédie qui reprennent les prophylaxies thromboemboliques, les antalgiques, les surveillances et la biologie. Donc, ils ont été adaptés selon le patient et incrémentés dans notre logiciel d'aide à la prescription. Donc, voici un exemple pour les patients de plus de 75 ans avec le Lovenox, les antalgiques, donc le palier 1 et le palier 3, pour éviter l'utilisation des antalgiques de palier 2 qui rendent confus les patients. L'utilisation du Movicol, du coup, recommandée avec les paliers 3. Et puis ensuite, les surveillances, la diurèse, surveillance des selles, la douleur. De même pour les antibiotiques, ils ont été préparamétrés au sein du logiciel avec les solvants nécessaires, la durée d'administration, les posologies recommandées, l'adaptation si nécessaire à la fonction rénale et si nécessaire les dosages à réaliser après introduction de l'antibiotique. Donc ensuite, nous participons également au RCP du service pour adapter la posologie des antibiotiques, pour aider discuter de la stabilité des antibiotiques mis en perfusion continue. Et puis, pour voir le circuit des antibiotiques selon leur statut, certains antibiotiques sont de la réserve hospitalière et nécessiteront une HAD pour le retour du patient, ou d'autres antibiotiques sont disponibles uniquement en rétrocession hospitalière et non en pharmacie de ville. Donc ensuite, à la sortie du patient, des entretiens pharmaceutiques ont lieu afin d'expliquer aux patients les antibiotiques instaurés et leur expliquer du coup les modalités d'administration, les principaux effets indésirables de ces antibiotiques, les conseils en cas d'oubli ou de nausées vomissements. Et le lien est fait avec les officines des patients ou les centres de rééducation afin qu'ils puissent anticiper les commandes des antibiotiques qu'ils n'ont souvent pas en stock.
Donc, voici les fiches qui sont remises au patient à sa sortie, qui ont été élaborées au départ par le docteur Arvieux à Rennes et qui ont ensuite été retravaillées par les membres du G4. Donc, qui sont remises au patient avec la posologie, les principales interactions, les principaux effets indésirables. Et donc, le patient, comme ça, a les fiches chez lui avec le numéro de téléphone également du service en cas de besoin. Et voici ici, du coup, l'exemple de conciliation médicamenteuse de sortie qui montre, du coup, l'instauration des antibiotiques à l'officine ou au centre de rééducation, pour combien de temps, et puis le switch, du coup, de l'héliquis par l'inoep, puisque le patient était mis sous rifampicine et l'héliquis n'allait pas être efficace. Donc, ces entretiens pharmaceutiques de sortie, ils ont pour but d'éduquer le patient pour une meilleure connaissance de son traitement, optimiser son observance thérapeutique et rendre le patient acteur de sa santé. Donc, en conclusion, les activités de pharmacie clinique, elles ont pour but de prévenir le risque de iatrogénie médicamenteuse, de sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient tout au long de son parcours et de favoriser le bon usage du médicament. C'est un travail pluridisciplinaire qui nécessite une collaboration au sein du service et qui permet de faire le lien ville-hôpital avec les officines et les centres de rééducation. Et c'est une démarche qui permet d'améliorer et de sécuriser la transition des soins. Je vais vous présenter les résultats de l'expérience patient au sein de l'orthopédie septique sur l'année 2023. Donc, on a 80 patients qui ont répondu au questionnaire, qui étaient hospitalisés en orthopédie septique. Donc, on a les 3/4 des patients qui étaient des hommes, avec 50% des patients qui avaient plus de 65 ans et la majorité qui étaient des Hauts-de-France. Donc, ils ont trouvé dans la majorité des cas, pour plus de 90% des patients, que leur admission à l'hôpital s'était déroulée facilement, que le délai entre l'admission et l'opération leur a paru adapté. Et les informations sur la chirurgie et les complications de la chirurgie leur ont semblé, ils étaient satisfaits des informations obtenues. Concernant la prise en charge des infections, 82% des patients ont reçu le livret sur la prise en charge des infections. Et la totalité des patients ont reçu des informations sur leur traitement antibiotique à prendre au domicile, ainsi qu'ils avaient compris les informations données pour le retour au domicile. Et ces informations ont été transmises donc en majorité pour plus de 80% par le pharmacien, comme je vous l'ai montré précédemment lors des entretiens de sortie. Donc, on a près de 3/4 des patients qui ne sont pas restés à jeun plusieurs fois. Ils n'ont été à jeun que lorsqu'ils sont passés au bloc opératoire. Concernant la satisfaction des plateaux repas, la moitié était satisfait des repas, l'autre moitié moins, donc des retours assez mitigés. Et puis, concernant la prise en charge par la diététicienne, on constate que donc seul 1/4 des patients ont vu une diététicienne au cours de leur séjour. De même pour le psychologue et l'assistante sociale. Par contre, la moitié des patients ont vu le kiné et en étaient satisfaits. Donc, pour conclure, la majorité des patients étaient très satisfaits de leur séjour en orthopédie septique. Et donc, les mots qui reviennent, ils étaient très satisfaits du personnel, de l'équipe soignante, de l'écoute, du professeur Mertel. C'est bien, voilà. C'est bien, c'est une très bonne conclusion. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Sophie. Voilà.